Ce soir-là, face à l'orchestre, tout résonne dans le cœur d'un auditeur de la 3e symphonie de Gustav Mahler. Les peintures qu'il a vues, les musiques qu'il a entendues, et les livres qu'il a lus depuis une décennie, et qu'il avait jusqu'alors classés dans sa mémoire dans une succession chronologique, se retrouvent tout d'un coup associés, le cœur battant. Les sensations les plus fortes lui surgissent après les premières notes de la symphonie emplie d'images qu'il avait voulu oublier. C'était en 1902, lorsqu'il avait vu au Palais de la Sécession la fresque que Klimt présentait au public viennois, la même année où Gustav Mahler avait dirigé pour la première fois en entier cette 3e symphonie avec l'orchestre de Cologne. Dans les deux cas, le public avait été assez mitigé. Il reconnaît que, comme à la plupart des auditeurs, la musique de Mahler lui avait semblé à l'époque décousue et sans forme, bien loin de l'académisme auquel nous étions tellement attachés, se dit-il, pour certainement être rassuré par une tradition qu'il avait finalement, il le regrette, empêché de ressentir, comme à beaucoup d'autres, suppose-t-il. Mais en cet instant, il ne voulait ni ne pouvait plus réfléchir tout à l'écoute de ce qui se passait en lui, là et à présent. La force des appels sonores lui fit apparaître les personnages des puissants ennemis avec une énergie incroyable. Il s'en veut de n'avoir pas voulu mieux regarder ce panneau, refusant jusqu'alors d'accorder du temps à ces motifs qu'il avait jugés horribles. Sans doute en avait-il eu peur, en fait. Et c'était bien là le pouvoir de ces 3 gorgones et des autres figures qui se présentaient face aux spectateurs dans une salle quasiment vide et sur toute la longueur du mur. C'était comme les formes visibles d'un inconscient, tel un danger à venir ou bien présent, avec ce monstre, le typhon, qui fixait comme un diable le spectateur, avec sa bouche ouverte et ses yeux menaçants. Aujourd'hui, il est prêt à les regarder. Et au fur et à mesure, les impressions se multiplient. D'abord, ils occupent tout son esprit à la limite du supportable. Ensuite, les queues de serpent et les ailes de l'animal qui emplissent la partie droite du mur deviennent démesurément grandes, prêtes à étouffer ou écraser le moindre espace vital.
décidé à condamner ou à torturer. Il l'avait à peine regardée, sans doute à cause de sa maigreur qui n'était pas de son goût. Cette jeune femme nue, placée devant les queues du monstre, comment la décrirait-il aujourd'hui ? Combative ? Isolée ? L'auditeur prend conscience qu'avec ses corps nus et ses gorgones, Klimt montre ce qui avait été censuré dans sa propre œuvre, et aussi chez Arthur Schnitzler pour sa pièce de théâtre La Ronde, ou chez Arnold Schoenberg, le compositeur, avec La Nuit transfigurée, dont la création qui avait dû être repoussée à cause de la censure avait finalement eu lieu en mars 1902, juste un mois avant l'inauguration de la 14e exposition de la Sécession. Sombre est la vie, fait chanter Mahler. Sombre est la mort. On oscille entre la vie et la mort, même lorsque la maternité fait grossir le ventre des femmes. D'autres portraits lui apparaissent sous les doigts d'Egon Schiele cette fois-ci. Des corps et des visages qu'il avait trouvés trop nus, trop durement traités. Dorénavant, aucune dureté à ses yeux, mais de la souffrance, qui existe bel et bien en chacun d'entre nous, se fait-il la remarque. Comme chez Klimt, la tension du trait, les formes décharnées lui suggèrent l'âme à vif. Morbide, mortifère, tourmenté, angoissé.
à l'image somme toute de la société viennoise qui, il est vrai, commençait déjà à se disloquer dans un antisémitisme suffocant. C'était Vienne au crépuscule de Schnitzler. Encore un scandale en 1902. Mais pourquoi refuser ce qui existe, se dit-il amèrement, devant la vérité nue de Klimt, accompagnée des mots de l'auteur de l'Ode à la joie. Si tu ne peux plaire à tous par tes actes et ton art, plais à peu. Avec cette femme, c'était toute l'humanité mise à nu, à l'époque où la psychanalyse naissante révélait déjà les névroses, les pulsions, l'hystérie. Non, l'art ne pouvait et ne devait plus être le même. En effet, tout devait bouger, se métamorphoser. Et oui, à chaque âge son art, à chaque art sa liberté. Sur le palais de la Sécession, tout y était dit pourtant dans les lignes et le style, en feuilles et lettres d'or. Aujourd'hui, il espère que ce palais ne sera jamais détruit, la frise non plus, tandis qu'il avait entendu dire que Klimt aurait conçu ces panneaux pour être éphémères. À la construction du palais, achevée en 1898, l'auditeur se souvient de son jugement car il avait trouvé que le palais détonnait à côté des bâtiments historicistes du Ring, qu'il préférait alors à la station de l'Akademiestrasse, édifiée par Otto Wagner et son élève Joseph Olbrich, qui dévoilait en plein air dans une architecture urbaine un nouveau style qui avait rapidement investi tous les domaines artistiques. C'était l'œuvre d'art totale. Ils avaient raison. Ce credo annonçait le souffle de modernité et d'affranchissement d'un art resté très académique à Vienne. C'était celui du Künstlerhaus, qu'un vers sacrum repoussait avec force, et non sans provocation, dans une référence symbolique lui avait-on dit, à l'époque, au rite antique, qui consiste à faire chasser les jeunes de la cité pour qu'ils construisent la leur. Et tout d'un coup, les images des puissants ennemis sont balayées, les figures flottantes. Il s'en était peu soucié à l'exposition, car il les avait trouvées bizarrement placées près du plafond et les avait perçues seulement comme une décoration. Maintenant, la musique lui permet d'avoir accès à d'autres sensations. La grâce, la quiétude, la douceur. Ce
soir, il comprend que, ne touchant terre, c'est l'ondulation de leur corps longiligne qui était suggérée. Elle parcourait ainsi presque toute la frise. En totale opposition avec ce qui représente l'impudicité, la volupté et l'intempérance dans l'autre panneau, il les voit tantôt comme des anges, des figures d'âme élues à une suspension éternelle, tantôt comme des êtres condamnés à l'attente ou à l'errance. Les unes derrière les autres, ou plutôt les unes devant les autres. Elles se suivent en tout cas, se dit-il, dupliquées à l'identique. Le parallélisme est une loi qui dépasse l'art, car il domine la vie. Les mots du peintre Ferdinand Hodler lui reviennent à l'esprit pour s'associer à cette vision paradisiaque d'un monde sans individualité, sans lutte entre le ça, le moi et le surmoi, auraient peut-être dit certains, où l'émotion n'a plus de prise. Les yeux clos, elles sont plongées dans un sommeil profond. Le temps ne semble pas exister, à moins qu'il s'agisse d'un autre temps. Dans la musique, le tempo ne se fait plus sentir. La phrase musicale s'allonge comme s'il n'y avait ni début, ni fin, ni milieu non plus. Les perspectives sont absentes. L'avant et l'après coexistent et l'auditeur s'adonne seulement au flux, à ce flux continu qui entraîne les formes vivantes, conscientes ou inconscientes dans une gestation. Et lui, il se sent plongé dans un état quasi hypnotique. Des corps nus ou vêtus, issus d'autres œuvres de Klimt, se succèdent lentement dans sa mémoire pour se mêler ensuite avec les serpents d'eau qui donnent à faire ressentir la courbe. C'est comme chez Koloman Moser, se dit-il, qui avait fondé avec Klimt le groupe de la sécession viennoise. Dans ses tableaux inspirés de la loi Fuller et de ses danses serpentines qui deviennent des vibrations envoûtantes. D'emblée,
des souvenirs musicaux et picturaux se rejoignent à cette sensation pour se réunir dans les plafonds de Hans Makart peints d'après l'or du Rhin de Wagner. Il se rappelle cette période du wagnérisme et se souvient que Hans Makart, ami de Klimt, avait organisé à son atelier une fête où le tout Vienne artistique et littéraire avait rendu hommage à l'auteur du Parsifal. Il ne s'y était pas vraiment intéressé à l'époque. Ce soir, absorbé par la musique, les couleurs, la composition, l'enchevêtrement des corps, la sensualité, la nudité lui apparaissent comme les équivalents visuels de la ligne wagnérienne, de l'élan de sa musique. Et oui, le corps de ces femmes du Rheingold, qui n'a rien de pornographique, il se demande comment lui et d'autres ont pu le reprocher à Klimt pour les tableaux de l'université ou pour Poisson rouge. Fallait-il être aveugle? Le corps, donc, parle directement au sens, et le motif féminin décuplé devient le support visuel du sentiment d'extase, que les femmes accueillent bras ouverts, qu'elles savourent yeux fermés et bouche entr'ouverte, et où elles s'abandonnent sans lutte, en confiance et avec douceur. L'auditeur s'émeut de cette nouvelle impression qu'il ne connaissait pas, qui se prolonge et qui s'accompagne des reflets de l'or. L'or qui enveloppe le motif, comme pour sacraliser ce qui avait été refusé en 1901. Cet or qui va emplir progressivement les tableaux de Klimt jusqu'en 1909, dans ses références à l'art nouveau et aux traditions byzantines qu'il découvre aussi en Italie, à Ravenne puis à Venise. C'est vrai, en 1902, il n'avait pas du tout apprécié les ajouts d'or. Il les avait trouvés ostentatoires et prétentieux, étouffants même. Ce soir, grâce à la musique, il peut se laisser aller à d'autres de ses pouvoirs, et le voici envahi de sa lumière, de son relief. Le panneau des puissants ennemis lui reparaît subitement, mais curieusement bien fade, comme si ces figures monstrueuses n'avaient plus d'impact sur lui. Pendant un moment, les personnages des deux panneaux alternent, d'abord lentement, puis rapidement, trop rapidement d'ailleurs, jusqu'à ce qu'ils soient confrontés au vide. Et là, plus rien. Pour cet espace nu, gris et neutre, triste et désespérant.
D'autres, peut-être, diraient qu'il donne l'idée du cosmos. Et pourtant, pas le moindre astre, pas le moindre souffle, rien que le silence où l'on peut se perdre, mais en surface seulement. Car c'est le chant de minuit dans la symphonie de Mahler, sur le texte d'Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche. Le monde est profond et plus profond que ne pensait le jour. À ce moment, l'espace lui devient tout autre, vaste et accueillant, vaporeux. L'impalpable se fait sentir, l'instant est propice au recueillement, à l'introspection. Et il voit ces deux personnages nus, agenouillés, l'un devant l'autre, bras tendus et mains en prière. Comme s'il suppliait avec force et ardeur. Mais sans crainte. L'homme s'étonne d'entendre leurs convictions. Pourquoi faible humanité, se demande-t-il en pensant à la description qu'il avait lue dans le catalogue de l'exposition. Non, ils ne lui paraissent ni vulnérables, ni dépités, ni tentés par le chant des gorgones que lui évoquent les sirènes de Klimt. Il les trouve au contraire courageux,
calme, enraciné, et aimerait pouvoir leur ressembler. Ils sont selon lui dans l'attitude d'un haut rang qui invoque une divinité souvent agenouillée, comme dans les représentations égyptiennes. Alors, d'autres détails s'enchaînent, les cheveux, les motifs, l'oiseau dans le carton de la décoration pour le palais Stoclet, certains personnages de la frise peints de profil et la sphinge de musique 2. Pour lui, c'est désormais évident. La frise, longue de plus de 34 mètres, était conçue comme une salle funéraire égyptienne. Ô homme, prends garde. Les mots de Nietzsche sonnent chez Mahler, sans effroi. Et l'image du chevalier est resplendissante, tout vêtu de son armure d'or, sur le modèle de celle de l'archiduc Sigmund von Tyrol. Il est impérial et flamboyant. L'épée est tenue ferme dans sa main, l'homme est décidé et invincible. Avec son arme tournée vers le sol et un casque à terre, il semblerait que la guerre soit finie, à moins que l'homme ne s'y prépare. La vie est un combat. Das Leben ein Kampf. Le tableau de Klimt surgit à l'esprit de l'auditeur qui assimile le cavalier doré à Siegfried, héros wagnérien, qui incarne le triomphe de l'humanité face aux vices, aux tentations et aux vanités. Tous l'avaient observé, lui-même l'avait remarqué. Le visage du chevalier a les traits de Gustav Mahler. À l'époque, l'auditeur avait pensé que Klimt défendait ici celui qui dirigeait, malgré de sévères critiques, la musique de Beethoven, dont la 9e symphonie, peu appréciée alors du public viennois, il s'en étonne aujourd'hui, servait de programme littéral à la frise dans un déroulement linéaire que Klimt avait lui-même suggéré. C'étaient les années où les artistes voulaient rendre hommage à Beethoven
autour duquel s'organisait toute la mise en scène de l'exposition, imaginée par Alfred Roller, qui collaborait d'ailleurs avec Mahler à l'Opéra de Vienne et qui fit l'affiche de l'exposition pour annoncer la sculpture de Max Klinger. Au sein d'un parcours initiatique où la frise de Klimt remplissait tout son rôle, le palais de la Sécession devint un sanctuaire. Dans la lutte du héros contre les forces ennemies, on disait qu'il y avait là l'illustration des combats de l'artiste, personnifiés en Beethoven, Mahler et Klimt. Mais à lui, il lui semblait aujourd'hui dommage de ne réduire la frise qu'à cette lutte. Et ne sachant pourquoi, il pensa à Sadayako, la muse japonaise, qui fit découvrir en Europe le théâtre japonais et imposa une nouvelle mode, la bouche rouge, le fard épais, les yeux cernés de noir. Il ne s'en était pas fait la remarque, mais dans sa frise, les personnages ne se parlent pas, ils se taisent, gémissent. Par contre, des femmes chantent dans une attitude de méditation ou de lévitation qui l'emmène vers d'autres mondes encore. Le baiser final resplendit dans le flamboiement sonore des cuivres. Ce qu'il entend en cet instant même, dans le souvenir vivant de ceux qu'il avait entendus dans la transcription que Mahler avait réalisée d'un extrait du final de la 9e symphonie pour le jour de l'inauguration de l'exposition. Il en est assuré maintenant. Le baiser est vecteur d'autre chose que l'union de deux êtres. Il le ressent profondément et quelle joie. Car oui, accompagné de visions malfaisantes ou bienfaisantes déjà en 1895, il devient symbole d'un abandon total, d'une confiance absolue. Tout se résout dans la paix et dans l'être, avait confié Mahler à son amie altiste Nathalie Bauer-Lechner à propos du 6e mouvement qui allait bientôt conclure cette 3e symphonie. Il pense alors à Rodin, qui avait été tant ému devant la frise de Klimt, et comprend que chez Rodin aussi,
le baiser d'un autre ordre. Et il lui revient à l'esprit la sculpture de l'absolution. N'est-ce pas l'équivalent de ce que veut signifier Klimt? L'accueil de l'humanité, qui prend pour forme le manteau protecteur et le féminin. L'homme, qui devient béni et consacré et accède à la paix intérieure. C'est l'accomplissement, se dit-il, pour le palais Stoclet, le but ultime que Beethoven voulait suggérer dans sa 9e symphonie, dans son programme bien sûr, inspiré de Schiller, mais surtout dans la musique elle-même. Ah, la musique. Toute musique est portée par l'espérance d'un accès à l'intérieur, avait-il lu. Il s'étonne que Freud n'ait pas été plus sensible à cet art. La suspension, l'irrésolu, le flux sans fin lui parle de la psyché, d'un déploiement lent et progressif en souterrain. Cette musique, élue art suprême par les artistes de la sécession, et tant aimée de Klimt, devient poésie dans le panneau central de la frise. L'aspiration au bonheur trouve son apaisement dans la poésie. L'auditeur oublie complètement la lecture linéaire de la frise et se laisse aller à d'autres correspondances dans un mouvement circulaire. Il se souvient du début de la 9e symphonie qui l'avait étonné. C'était quelque chose en gestation, sans forme. Qui devenait dans le 3e mouvement qu'il aimerait tellement réentendre. La matière pour un moment de bienveillance envers soi. Comment oublier cette mélodie ? Elle est menacée par l'apparition des monstres ennemis que l'on porte en soi, mais qui, comme dans le second mouvement, peuvent être vaincus. Et avec quelle énergie, quel courage! À force de combats intérieurs et persévérants, parfois interrompus et sournois, parfois tragiques, comme le premier mouvement l'annonçait.
pour que tous ces démons n'aient plus de prise, plus d'emprise, et que d'autres forces fassent place dans un élan ascensionnel qui promet la libération devant la porte de l'au-delà. N'est-ce pas ici le programme de la musique de Mahler? Ému, il prend conscience de la signification de toutes ces symphonies, à l'instar du programme de la 9e symphonie de Beethoven. Joyeux comme volent ces soleils au travers du somptueux plan du ciel. Allez, frères, votre voix, joyeux comme héros à la victoire. Soyez enlacés, millions, ce baiser de toute la terre. Un accord sonne encore. L'arbre de vie du palais Stoclet lui apparaît une seconde fois, accompagné à présent de son chevalier, qui, victorieux du combat, resplendit sans visage au bout du chemin.